Pour moi, le plus grand travail, ça a été le travail de deuil. C'est-à-dire de créer des espaces où on se libère de l'ancien et on appelle le nouveau. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Soumeya Rachedi, avocate de formation, entrepreneur, écosystème builder, mais surtout exploratrice du vivant et du lien entre corps, leadership et régénération. Bonjour Soumeya. Bonjour Thierry, merci pour l'invitation. Alors Soumeya, je suis vraiment heureux de te recevoir parce que ton parcours, ça résonne vraiment bien avec la promesse de ce podcast, cette capacité à traverser, transformer et finalement réinventer sa vie. Chez toi, la transformation, c'est pas juste un concept, c'est vraiment une expérience vécue dans la chair, on va le voir, dans le corps, dans les choix, dans les ruptures, mais aussi dans les renaissances. Alors laisse-moi rebrousser ce chemin avec toi. Tu es né en 1987 en Algérie, dans une famille profondément engagée politiquement. Tes parents sont militants, entourés d'artistes, de journalistes, d'intellectuels. Tu grandis au cœur de la décennie noire dans un pays traversé par la guerre civile. Et autour de toi, certains partent, mais d'autres sont assassinés. Tes parents, eux, choisissent de rester, un choix fort, presque radical, continuer à construire au milieu du chaos. Et pourtant, ton enfance n'est pas que peur ou tension, elle est aussi faite de joie, de fêtes, d'enfants, de livres, beaucoup de livres. Tu grandis entre la culture arabe et française, nourrie de musique, de lecture, de débats, comme si déjà la vie t'apprenait cette coexistence des contraires, la lumière au cœur de l'obscurité. Mais très tôt, ton corps commence à parler. À l'âge de 10 ans, apparaissent des paralysies, puis des maladies auto-immunes. Ton corps réagit au stress, aux événements, parfois même avant qu'ils n'arrivent. Comme tu le dis si bien, comme les animaux avant un séisme. La douleur devient chronique, envahissante. Elle s'intensifie à l'adolescence jusqu'à provoquer des brûlures intenses. C'est là que commencent ce que tu appelles tes premières nuits noires de l'âme. À 15 ans, tu pars seul en France pour te faire soigner, une séparation brutale avec ta famille, une adolescence déracinée, ta mère fait les allers-retours au prix de son propre équilibre. Toi, tu apprends à naviguer seul entre maladie, identité et projection des autres. On essaie de te mettre dans tes cases, mais tu ne t'y reconnais pas. Tu poursuis pourtant ton chemin, le droit d'abord, presque par pragmatisme, puis l'engagement dans la lignée de tes parents. Tu milites pour les sans-papiers, mais intérieurement, c'est une autre bataille que tu mènes, celle contre la douleur, contre la dépression, contre un corps qui lâche. Puis vient un moment de bascule. En 2012, tu entres dans ce que tu appelles ton éveil, méditation, sophrologie, chromothérapie. Tu explores d'autres voies. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tes symptômes disparaissent progressivement. Tu parles même d'auto-guérison. Tu passes, selon tes mots, d'un corps de douleur à un corps de joie. Et avec cette guérison vient une révélation. Tu peux être actrice de ta vie. Et à partir de là, tout s'accélère. Tu passes le barreau. Tu travailles entre l'Inde, Bruxelles et Londres. Tu explores le monde. Mais surtout, tu t'explores toi-même. Ton couple, lui, ne suit pas cette transformation et en 2016, tu fais un choix difficile mais aligné, partir. C'est une nouvelle mue. Tu rejoins le Global Entrepreneurship Network que tu co-développes avec ta maman en Algérie, puis à l'échelle panafricaine. Tu découvres une communauté mondiale d'entrepreneurs qui vivent selon leurs propres termes et ça change tout. Tu crées, tu entreprends, tu expérimentes jusqu'au burn-out en 2020. Encore une fois, ton corps parle, encore une fois, il t'invite à te transformer et tu l'écoutes. En 2021, tu fondes NXT Evolution, une entreprise qui accompagne les organisations à se transformer en profondeur, mais pas seulement en surface. Tu y introduis une vision radicale, remettre le vivant au cœur des systèmes, sortir des logiques mécaniques pour revenir à des modèles régénératifs, plus humains, plus alignés, plus durables. Et au cœur de tout ça, il y a ton fil rouge, le corps comme boussole, le corps comme signal, le corps comme vérité. Tu explores aujourd'hui le mouvement, le somatique, les intelligences du corps, comme si après avoir longtemps subi ton corps, tu avais appris à en faire ton plus grand allié. Soumeya, ton parcours raconte quelque chose de puissant, que nos plus grandes fractures peuvent devenir aussi nos plus grandes portes, que la transformation n'est pas un moment, mais un chemin, et que parfois c'est en revenant au corps qu'on retrouve le sens. Je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui pour explorer avec toi ton chemin de transformation. Bienvenue sur le chemin, Soumeya. Ah, merci Thierry.
Quelle intro! Ça me touche profondément, en fait, de t'entendre me raconter, comme ça. Tu es prête? Bah oui, Vas-y. précisément, c'est ce que j'aime faire au début, c'est, faire réagir l'invité sur, ce parcours que je viens de retracer. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça évoque pour toi en reparcourant ce chemin? Ce qui est pas toujours très banal, en fait, de se faire remémorer son chemin en quelques minutes comme ça. Je ressens la puissance d'un chemin qui m'a paru très fragmenté. Je suis dans une saison de ma vie où je suis en train de rassembler les pièces du puzzle pour raconter une nouvelle histoire, pour écrire le nouveau chapitre. Je suis en train de poser une nouvelle direction, de préparer un déménagement. C'est une grande période de transition. Et de t'entendre me raconter comme ça, je vois une sorte de cohérence. Tu parlais du fil rouge et ça permet une intégration. Je sens que c'est un chemin intégré maintenant qui se raconte et pas des fragments comme quelqu'un qui a, tu vois, volé à travers les espaces et le temps et qui a fait 1 milliard de choses différentes sans continuité. Là, j'ai ressenti une profonde intégration dans la manière dont tu m'as raconté et ton regard sur mon chemin. Donc tu as le sentiment, en fait, que finalement toutes ces pièces qui pouvaient paraître, dépareillées, aujourd'hui forment un ensemble, consistant qui fait du sens pour toi, c'est ce que tu dis? Ouais, tu sais, c'est des couches et des couches. À chaque étape de la vie, finalement, on revient un peu sur le passé, on le réécrit, on lui donne un nouveau ton et ensuite on pose une nouvelle direction. J'ai l'impression qu'on écrit des chapitres et c'est souvent comme ça. Et à chaque période de transition, c'est comme si le récit était renouvelé. Tu sais, on raconte pas la même histoire. Par exemple, quand j'ai changé de vie à l'âge de 28 ans, parce que j'ai divorcé, j'ai changé de pays, je racontais le passé et ça me semblait intégré, mais c'était une couche complètement différente et le regard était différent. Mmh. Et là, aujourd'hui, 10 ans après, 38 ans, je t'entends et je me dis, ouais, là, on va, dans quelque chose qui est encore plus proche, tu vois, du noyau, quelque chose que je ressens encore avec encore plus de justesse. Et tu parlais de radicalité, de transformation, la sensation d'être allé le chercher, tu vois, d'avoir été en quête. Et je pense que ça continuera jusqu'à la fin, mais ce truc d'y être, quoi, d'être dans les rails de mon chemin et pas papillonner dans les chemins des autres à essayer de trouver quelque chose. Est-ce que tu l'imaginais finalement ce chemin? Maintenant quand tu le réécoutes comme ça, est-ce que tu te dis: «Bah, finalement quand j'étais enfant, c'est le chemin dont je rêvais, c'est le chemin que j'imaginais pour moi» ou est-ce qu'il est tout autre? J'aime cette question. Alors j'ai l'impression, je ne pouvais pas l'imaginer exactement comme il se passe. Je voulais être astronaute et ensuite j'ai voulu être diplomate. Mais quand je jouais avec les cousins, cousines et les amis dans l'enfance, j'ai aussi beaucoup joué à la directrice d'entreprise. J'étais la chef d'entreprise et quelque part, j'ai un peu tous les ingrédients de ça, parce que astronaute, j'adore les astres, je connecte au cosmos, mais pas du tout comme je pas comme je l'imaginais, tu vois? J'étais passionnée par la mythologie, égyptienne et c'est encore très présent dans ma vie aujourd'hui, c'est revenu très fort. Donc je pense que j'ai tout imaginé quand j'étais enfant. Tous les ingrédients étaient déjà là, mais la forme et la manière dont ça s'est matérialisé est très différente de ce que j'avais imaginé, parce que ça ne peut que s'expérimenter, en fait. Tu peux pas dire: «Je vais là et je vais vivre ça quand je serai grande», mais OK. Alors Soumaïa, il y a une première question que j'ai vraiment envie de te poser quand j'ai, fait ton portrait. Tu parles, beaucoup du corps, du retour au corps, tu parles de ce corps de douleur et de ce corps de joie également. Dans quelle mesure tu penses qu'on peut vraiment apprendre à transformer l'un en l'autre? On voit que toi, tu y es parvenu, qu'il y a eu ces transformations, mais comment, effectivement, ça peut apparaître comme une possibilité pour celles et ceux qui nous écoutent? si j'y suis parvenue, j'ai les outils pour le faire régulièrement. Quand on commence à vivre selon les principes du vivant, c'est un process continu. On est un peu dans la machine à laver, en permanence, parce qu'il y a l'idée de revenir au présent toujours, tu vois? Que ce soit dans la méditation ou dans l'embodiment. Quand on est dans la vie vient, secoue et ramène des nouvelles vagues qu'il faut traiter et process à chaque fois, donc on parvient jamais, en fait. On vit et c'est tout et c'est ça la fin. Chez les Lakota, il y a l'idée de la roue de médecine et dans la roue de médecine, il y a 4 corps, 4 saisons, 4 étapes de la vie qui sont déjà présentes dans la graine et qui sont aussi là en fin de vie de l'arbre, par exemple. D'accord. Et ces corps spirituels, émotionnels, physiques et mental, chacun correspond à une saison. Donc le printemps pour le mental, l'émotionnel, c'est l'automne. Et pour moi, le corps émotionnel, c'est celui qui est le plus engorgé, même au niveau collectif, en fait. C'est qu'on n'est pas outillé pour le process, ça passe par le corps physique. C'est-à-dire que le corps émotionnel et le corps physique
s'accompagnent vraiment et le corps mental, il est reflet de ça, en fait. C'est comme des niveaux différents, des traductions différentes, on va dire, de certaines sensations. Et ce concept dont tu as parlé d'un concept là? C'est la roue de médecine. D'accord. Alors la roue de médecine, c'est comme une cosmogonie qui permet de lire la vie, qui est présente dans énormément de cultures. Moi, j'ai fait une formation avec des Lakota, donc Oui, et c'est ça dont tu as parlé, c'est le Lakota en fait? les Lakota, c'est une tribu d'Amérique du Nord D'accord. qui est encore très proche de sa culture, où ils ont maintenant des centres pour éduquer au principe de reliance à la nature et au vivant, parce qu'ils vivent avec. Mais on retrouve cette roue de médecine dans la culture celtique, chez les Incas, chez les Aztèques, en Afrique, dans plein de cultures, notamment Yoruba, en Afrique de l'Ouest. En fait, c'est le principe d'avoir une roue qui permet de lire le monde à travers 4 saisons, 4 phases, qui se traduisent aussi dans notre cheminement. C'est l'âge, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et ensuite le crown age, c'est-à-dire arriver en fin de vie. Ensuite, on meurt et on renaît en permanence. Et donc, tu peux avoir ça dans le cycle de toute une vie, mais tu as aussi ça dans le cycle d'une journée, parce que le matin, quand on se réveille, c'est une saison, le midi, c'est une autre, l'après-midi, c'est une autre, et le soir, c'est, on décline, on meurt et on renaît au petit matin, si tu veux. D'accord. Et chacun correspond à une direction aussi. Donc, chaque saison correspond à une direction est, ouest, nord, sud. Et chaque direction nous permet de process et d'avoir des informations, on va dire, une grille de lecture donnée. Et l'idée, c'est que plus on fait le tour de la roue, plus on fait tout le cycle de la vie. On va le faire dans 1 seconde, dans 1 minute, dans 1 heure, dans 1 mois, dans 1 an, et à l'échelle de toute une vie. Et à l'échelle de cycles collectifs qui se comptent en millénaires, c'est la même chose. Ça, c'est le principe des fractales. L'infiniment petit est exactement calqué sur l'infiniment grand. Et quand on fait ce cheminement de retour vers soi, dans les cultures indigènes, toutes ont ça en commun, c'est le retour à l'instant présent et d'accepter de mourir et de renaître à soi en permanence. Et ça veut dire qu'il y a un processus de transformation, parce que dans ce processus de naître et de mourir à soi et de renaître à soi, il y a le processus de laisser partir. Par exemple, chez les Lakota, l'automne, c'est la saison de faire tomber les feuilles. Donc, l'automne, c'est la saison de la mort. On va laisser tomber les feuilles, donc, qui vont se composter et ensuite devenir nutriments pour la saison d'après. Et pendant l'hiver, ça va devenir des graines, ça va nourrir pour le printemps les nouveaux départs. Et la mort, on va dire, c'est l'hiver où on va rester en silence, où il y a des graines qui poussent sous le sol, mais on les voit pas. Et ce que j'aime dans ce process, c'est que, de toute façon, le cycle, il est infini. Et quand on se déleste des feuilles de l'ancienne saison, il y a ce processus de deuil qui est absolument nécessaire et indispensable pour laisser le nouveau renaître et revenir. Pour que le nouveau puisse arriver, il faut qu'on laisse partir l'ancien. Et dans notre culture, on a tendance à vouloir vivre en permanence le printemps et l'été, avec une grande frayeur de l'obscurité, en fait, de l'hiver, et une grande frayeur aussi de laisser partir, de se détacher de ce qui n'a plus lieu d'être. Pour revenir à la question d'origine qui était celle de la transition entre corps de douleur et corps de joie, que toi tu as pu appréhender et réaliser, est-ce qu'il y a une manière d'apprendre en fait cette transition, de sortir de cette douleur et de passer vers le corps de joie dont tu parles? Pour moi, le plus grand travail, ça a été le travail de deuil. C'est-à-dire le travail d'entrer délibérément, de créer des espaces de facilitation individuelle par l'accompagnement individuel ou collectif, de deuil, où on va délibérément laisser partir, soit par l'écriture, par le mouvement non linéaire, c'est une des techniques somatiques qu'on utilise, par la parole aussi, c'est des espaces rituels, où on se libère de l'ancien et on intègre ou on appelle le nouveau, on commande le nouveau et on demande une direction, le nouveau. D'accord. Donc si la nouvelle direction, on va dire, c'est le corps de joie, ou le corps de plaisir, ou le corps de vitalité, c'est un corps de renouveau. Et donc, à quoi je dis au revoir aujourd'hui, de quoi je me sépare, quel est le deuil que je fais pour pouvoir créer le nouveau. Et là, on rentre dans un processus créatif. Et chaque processus créatif arrive avec un rituel de délestement et de détachement. D'accord. Ok. Et pour celles et ceux donc, qui nous écoutent et qui aujourd'hui souffrent dans leur chair, dans leur corps et qui aimeraient se transformer et aller vers le corps de joie, qu'est-ce que tu recommandes concrètement, pragmatiquement de faire, de mettre en œuvre? Alors, tous les outils que j'ai se systématisent autour d'étapes très similaires. La première, c'est ressentir ce qui est. Ressentir ce qui est, move your feelings, donc bouger avec ce qui est, bouger les émotions qui sont là au présent et accepter là où on se trouve en fait. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets en fait de à quoi ça ressemble, comment ça se manifeste? Je peux prendre 2 exemples. Je peux prendre un exemple de je me réveille dans une vie et je me dis: «Comment je me suis retrouvée là? C'est pas ma vie». Moi, ça m'est arrivé en 2012, j'étais mariée, je me suis mariée très jeune, je me suis mariée à l'âge de 19 ans et c'était une très belle histoire d'amour et cetera, mais on a pris des chemins très différents et au fur et à mesure, c'est comme s'il y avait plein de compromis de nous 2 d'ailleurs, où on s'est retrouvés dans une vie qui était pas la nôtre. Et un jour, je me suis retrouvée, j'ai été la première à me réveiller dans la relation et c'était
qu'est-ce que je fais là presque? C'est pas ma vie. C'est pas ma vie, c'est quoi cette maison? La vie sociale que j'avais, les conversations qui avaient lieu, c'est comme si je l'observais d'un coup, Mmh. de l'extérieur et je me reconnaissais pas dans cette vie et l'idée c'est que pour, arriver à le changer, c'est déjà faire face en fait. C'est OK, là on se rend compte, on sort du déni. Donc je regarde, j'observe, ensuite je ressens, ensuite je reste avec, ensuite je pose la direction et après tout l'exercice, c'est avoir suffisamment de capacité dans son système nerveux et dans son corps pour tenir la tension entre l'endroit où on se trouve, où il y a une profonde dissatisfaction et on se reconnaît pas, et l'endroit où on a vraiment envie d'aller, où on sent qu'il y a un désir très très fort qui brûle, qui a envie de nous emmener. Parfois c'est clair comme une vision, et parfois c'est pas clair, on sait juste qu'on veut plus ou on veut autre chose. Et donc l'exercice, c'est de développer la capacité pour tenir la tension entre les deux dans le même instant. La tension entre le moment présent et le désir de ce qu'on veut ici et maintenant. Et ça peut se process par, typiquement, j'ai des douleurs. Là, c'est l'exemple, je pense, de la maladie qui va compléter l'information. C'est quand je suis malade et en crise auto-immune et je peux pas marcher, j'ai des douleurs et mon désir, c'est d'être dans un corps de joie. C'est comment je peux ressentir toute la douleur qu'il y a dans mon corps et vraiment presque me relaxer dans la douleur et entraîner mon système nerveux à presque fusionner avec la douleur et ressentir la joie dans ce moment-là en même temps. On n'est pas obligé d'arrêter d'avoir mal pour ressentir de la joie. Et en somatic experiencing et dans toutes les techniques qui travaillent avec le corps, en fait, c'est comment on active presque la sensation de joie, d'amour, de plaisir, de vitalité dans le corps, tout en ressentant la douleur exactement dans le même instant. Et c'est comme ça qu'on transmute et qu'on alchimise. C'est comme ça qu'on transforme dans le moment et qu'on peut bouger, que petit à petit, en fait, on entraîne le système nerveux à ressentir d'autres choses et à observer le monde d'une autre manière. C'est intéressant parce que ma compréhension, c'était qu'au niveau des émotions, on pouvait pas simultanément ressentir une émotion positive et une émotion négative. Mais toi, tu dis qu'au niveau des sensations, notamment corporelles, on peut s'exercer à ressentir les 2 simultanément. Oui. En fait, souvent, ce qu'on dit qu'on ne peut pas faire dans le même instant, c'est en fait la capacité de notre mental à processer les 2 dans le même instant. D'accord. Le process de 2 sensations qui nous semblent opposées dans un même instant paraît inintelligible pour notre, compréhension mentale et en fait, on sait que c'est faux en termes de sensations parce que les 2 coexistent. C'est-à-dire que les moments de plaisir les plus extrêmes peuvent venir même dans les moments de douleur les plus extrêmes. Mmh. Par exemple, une sensation de soulagement ou quand il y a une douleur et que d'un coup, par exemple, tu vas avoir du froid autour, la sensation, la tension entre les 2, même si ça va être très douloureux et très satisfaisant en même temps, va faire de l'espace à presque un rush de joie, si tu veux, après. D'accord. Donc ça, c'est la première étape. Est-ce qu'il y a d'autres étapes qui suivent pour, assumer cette transformation? Alors, il y en a plusieurs et je pense que tous les systèmes nerveux ne sont pas prêts pour tous les process à tout moment. Donc c'est Mmh. individuel et chacun va avoir des besoins différents. Mais de mon point de vue, ça commence déjà, par la réalisation et la conscience de ce qui est et ce qu'on désire. Et le deuxième point, c'est vraiment prendre la décision d'aller dedans. Tu vois? Parce qu'on peut ressentir quelque chose et sentir l'inconfort et réaliser et choisir le déni, tu vois? C'est comme si on Ouais. oublie et on va mettre notre attention sur quelque chose qui nous semble plus facile, automatique. Donc de l'accepter, de l'appréhender et de travailler, dessus, j'imagine, par la suite. OK. Et précisément, ce travail, est-ce qu'il est possible de le faire seul ou est-ce que tu recommandes de le faire en accompagnement avec des spécialistes, des thérapeutes qui vont t'accompagner sur cette, pratique particulière? Moi, je pense que c'est parfaitement possible de le faire seul, mais ça prend beaucoup moins de temps d'être accompagné par des gens qui sont très safe. D'accord, Parce qu'on a tous des angles morts et on peut très vite tourner en boucle, en fait, sur d'accord, nos propres blessures et se donner des réponses qu'on veut. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup de chemin seul. Mais dans mon expérience, l'accélérateur de l'accompagnement, il est quand même irremplaçable d'accord. et ça fait gagner des années. Et ces accompagnants, ils sont de quelle nature? On les trouve où, en fait, concrètement, pour ceux qui nous écoutent? Alors, chez les soufis, on dit il y a plusieurs voies pour, rencontrer Dieu, tu vois? Ça peut être par la poésie, par la danse ou par, la méditation et par la contemplation. Il y a 1 milliard de chemins qui mènent tous, à la rencontre de soi et la rencontre du divin en soi. Mmh. Pour moi, il y a le MDR, la thérapie, tout ce qui est trauma, si on a des traumas complexes. Il y a les Internal Family Systems. Je crois que ça existe aussi pas mal en France. C'est travailler avec les parts à l'intérieur de soi et son écosystème intérieur, c'est-à-dire les différentes facettes de notre être. Ça, je trouve que c'est extrêmement puissant. Il y a les constellations familiales, qui travaillent aussi sur le transgénérationnel. Pour moi, ça a été très, très fort aussi de D'accord. travailler avec ça. Mais mon lien et mon expérience, et c'est pour ça que je ramène encore à l'expérience individuelle et au chemin, ça a été beaucoup, par le corps. Les plantes médecines ont joué un rôle aussi très fort, notamment l'ayahuasca et les champignons. Pour moi, les guérisseurs ou les rencontres qu'on fait, elles viennent au fur et à mesure. C'est-à-dire, on va avancer, on va trouver notre médecine. D'accord. Mais pendant 5 ans, j'ai fait tout toute seule avec les bouquins, avec la méditation de pleine conscience, avec l'EFT. Ensuite, je me suis formée. Donc, je pense qu'on peut beaucoup cheminer seul aussi.
Soumiya, tu sais, ce podcast, il traite de la transformation. Ton parcours, on a vu, est riche de ces transformations. Est-ce que toi, tu peux nous raconter comment tu as pris conscience de ce potentiel de transformation et comment finalement tu as procédé pour trouver ton propre chemin? Mmh. Alors, je me suis réveillée un jour dans une vie où je me suis dit: «Qu'est-ce que tu fais là?» Quand j'avais 18 ans, j'ai rencontré, cet homme breton magnifique, et on est tombés amoureux et on s'est mariés très jeunes et on est restés 10 ans ensemble et on a pris des chemins très différents et lui avait des désirs et une vie, déjà dessinée qu'il vit aujourd'hui d'enfants, famille, maison, il est très satisfait. Mais moi, j'avais cette, énergie à l'intérieur de moi ou cette demande à l'intérieur de moi qui me rendait vraiment insatisfaite quotidiennement de ce que je vivais parce que j'étais censée vivre autre chose. Et c'était comme une curiosité, une faim, extrême de plein de choses. Je sentais juste qu'il y avait des choses à vivre que j'arrivais pas à faire coexister, en tout cas avec cette relation. Et j'étais à l'époque, en pleine étude pour, devenir avocate. En fait, il y a rien qui avait du sens et à un moment, j'avais 25 ans, j'ai commencé à me réveiller. J'ai fait vraiment une dépression profonde et je me suis réveillée à Lille et il faisait froid et j'avais suivi mon ex-mari là-bas parce qu'il travaillait là-bas et j'avais froid et j'avais mal au dos et c'était humide et c'était vraiment hyper douloureux comme expérience, vraiment d'être là-bas, de mon corps qui dit: «On n'est pas censé être là, ni avoir aussi mal, Mmh. ni». Et là, une amie m'a prêté un livre, que je peux même pas recommander directement, mais qui a changé ma vie, c'est Le Secret sur la loi de la manifestation. Et j'ai entendu parler de la méditation pour la première fois comme quelque chose qui a résonné. Et très vite après, j'ai rencontré les livres de John Kabat-Zinn et de Cornfield et de Tara Brach, Radical Acceptance. Et j'ai commencé à lire et j'écoutais les méditations et je faisais les méditations et j'ai fait le protocole MBSR en trouvant tout le protocole en ligne. Et donc, après 8 semaines, j'étais transformée parce que enfin, j'étais présente à la douleur que j'avais dans mon corps et donc elle commençait à se diffuser. Je me suis rendu compte que la douleur que j'avais dans le dos, qui devait être là-bas depuis que j'étais petite, j'étais là: «Mais ça, c'est là depuis longtemps», mais pour moi, c'était la norme et évidemment que j'étais déprimée parce que le plancher de douleur était beaucoup plus élevé que la norme et donc ça met en dépression juste parce que le corps est tellement en douleur, mais c'est normalisé si tu veux. J'avais même pas remarqué que c'était de la douleur permanente, Mmh. mais c'était comme en sourdine, tu vois, en arrière-fond, en permanence et avec la pleine conscience, d'un coup, je le voyais et juste donner de l'attention au corps de douleur en disant: «Je suis là, je te vois, je suis là» et tous les jours et le matin et le soir et faire des body scans, ça a commencé à partir. Peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le principe de MBSR, c'est donc Mindfulness Based Stress Reduction, donc la réduction du stress par la mindfulness, donc la pleine conscience. Par la pleine conscience, donc c'est des processus, de méditation bouddhiste qui ont été sécularisés par John Kabat-Zinn et plein de neurologues et psychologues aux États-Unis. Ensuite, c'est venu en Europe et donc la technique est aujourd'hui devenue séculaire. Mais par la suite, j'ai quand même continué le travail au Buddhist Center de Londres et j'ai vraiment exploré aussi la voie bouddhique qui connecte au divin et qui ramène la couche spirituelle qui, pour moi, ajoute quand même, quelque chose de très, libérateur, en fait, de se connecter au divin aussi. Et tu dirais que c'est ça qui t'a mis sur la voie, c'est ça qui t'a permis de prendre conscience et ensuite construire ou emprunter ce chemin qui t'a mené là où tu es aujourd'hui? Sans aucun doute. Ça a rendu possible tellement de choses, parce que je me sentais pas fonctionnelle dans ce monde, si tu veux. Mmh. Je ne voyais pas comment je pouvais fonctionner. Je ne voyais pas quelle carrière je pouvais avoir. J'étais en train d'étudier pour être avocate, mais j'avais cette peur d'aller travailler, en fait, après les études, ou ce rythme-là qu'on nous vend de se réveiller, d'être dans le métro, de rester dans l'obscurité, de pas avoir la lumière alors que j'ai grandi près de la mer Mmh. Méditerranée, tu vois? Tout ça, il y a quelque chose qui faisait pas sens. C'était censé être le rêve, ce que je vivais, tu vois? D'avoir, construit cette vie en Europe et j'étais là: «Mais il fait nuit noire, il fait froid et on est censé vivre toutes ces journées dans des bureaux». Je voyais pas comment mon corps pouvait fonctionner dans un truc pareil et d'un coup, quand je commence à méditer et que je commence à faire mes recherches et je découvre le développement personnel et le coaching et le life design et je me dis: «Mais en fait, on peut créer autour de soi et de ses besoins». J'ai découvert comme un espace de liberté extrêmement grand. En fait, je suis le principal. Je suis l'héroïne de cette histoire. Je peux créer quelque chose qui répond à mes besoins et je suis pas obligée de me contorsionner pour répondre aux besoins d'un système qui n'a jamais été Mmh. fait pour que des corps comme le mien fonctionnent, si tu veux. Super. Dans quelle mesure aujourd'hui tu dirais que ta vie que tu vis aujourd'hui, c'est ta vie? Tu parlais du fait de te réveiller dans une vie qui n'était pas la tienne. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui, d'habiter une vie qui est la tienne, qui te ressemble? Oh oui, ouais, 1000. Ouais. Comment tu sais ça, en fait? Comment tu as cette certitude-là?
C'est la sensation, puisqu'on parle de embodiment, c'est vraiment la sensation d'être à la maison dans sa vie. Il y a pas d'ailleurs. Tu vois, quand le système nerveux est en état de survie et d'urgence, on vit comme si on était dans une salle d'attente. On est dans la salle d'attente de quand quelque chose va commencer ou quand la prochaine étape va commencer. Mmh mh. Mmh. On attend de se marier, on attend de perdre du poids, on attend d'avoir assez d'argent, on attend d'avoir des enfants, on attend de devenir mère, on attend de devenir autre chose que ce qu'on est. Et donc, la sensation de vivre dans la salle d'attente, tu vois. Ouais. Ça, c'est l'état d'urgence. C'est le système nerveux qui est en fight or flight et donc on n'atterrit jamais. J'ai des clients à moi qui font des millions et ça ne descend jamais. Quand je suis devenue avocate, je me suis sentie, j'étais là, tout ça pour cette vie. Tu vois, Mmh. j'arrivais Mmh. pas, en fait, j'atterrissais pas, j'étais là, tout ça D'accord. pour ça. OK. Et donc quelle sensation, tu as, en fait, finalement, d'être, au bon endroit maintenant? C'est-à-dire, tu disais: «Avant, je suis dans la salle d'attente». Qu'est-ce que ça fait de quitter cette salle et de se retrouver à l'endroit où tu dois être? Ah, ce que ça fait d'en sortir? Ben, déjà, on n'en sort pas vraiment. C'est juste qu'on repeint la salle d'attente en se disant: «Ben, c'est ma salle maintenant et après je peux évoluer». C'est-à-dire que j'atterris déjà là. Cette salle d'attente, c'est peut-être pas une salle d'attente. Viens, je vais la repeindre et je vais me mettre bien dans cette salle et je vais reposer mon corps maintenant. Il y a pas de conditions, en fait, pour le repos, pour, être bien, pour la créativité. Et à ce moment-là, il y a une énergie créative extraordinaire qui se libère. Il y a 2 choses, de mon point de vue, dans mon expérience et dans le travail que je fais, qui libèrent la créativité et Mmh. l'innovation, que ça soit pour des grands entrepreneurs ou pour des gens qui sont en train de créer leur vie. Ouais. Quel que soit ce qu'on est en train d'amener dans le monde, c'est on atterrit dans sa vie ici et maintenant comme ça, on n'opère pas et on crée pas à partir de la projection des autres. On est vraiment dans son désir à soi. Le désir de toi, c'est quoi l'aspiration profonde, que ce soit la liberté, la relaxation, la gratitude. Et on en arrive toujours à la même chose, on veut tous plus d'amour. Donc ce truc de si je veux désirer mon vrai désir, je peux pas avoir l'impression que je vais mourir si je ne l'ai pas ou qu'il va m'arriver malheur si je ne l'obtiens pas. Donc OK, je respire là, je me relaxe dans l'attention maintenant. Et l'autre, c'est le deuil de ce qui aurait dû être. Et pour moi, le travail de deuil, il est extraordinaire, exceptionnel, parce qu'on est obligé de faire, dans chaque travail de transformation, c'est rentrer dans notre hiver et dans notre automne personnel, c'est qu'est-ce que je laisse mourir. Donc c'est l'idée, pour les femmes, par exemple, on se confronte beaucoup à ce que j'aurais dû être, le deuil de la ligne de temps qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on ait. Et les hommes aussi, en vrai, hein. On a tous été promis à une certaine vie, à avoir, tu vois, des voitures, de la richesse, un appartement, un mariage, des enfants, peu importe ce qui a été. Mais il y a comme une image qui reste, même si on a choisi autre chose, ça reste comme ça. Et ça, tant qu'on l'a pas composté, ça occupe beaucoup de place. Ce truc de se sentir en échec par rapport à ça, alors que c'était même pas un vrai désir, c'est juste ce que nos parents ont voulu Mmh. pour nous, ce que la société a voulu pour nous, ce que les autres ont voulu pour nous. C'est pas des choix, en fait. Mais malgré ça, ça reste et ça occupe notre champ et nos corps. Émotionnellement, spirituellement, c'est comme une pollution, c'est comme une énorme interférence. Et donc, on peut pas enfanter ce qui a besoin d'être enfanté là, parce que la canalisation est bouchée avec l'ancien. Et donc ce travail de deuil, il est indispensable. Donc se connecter là et maintenant, et 2, laisser partir ce qui aurait dû être. Si tu veux créer le nouveau, ta vision, ton regard, il doit être tourné vers quelque chose où, OK, j'ai peut-être pas de repères, mais je suis capable de mettre un pied devant l'autre sans en permanence retourner dans le labyrinthe qui a été projeté sur moi comme si c'était la vie que je devais mener. Le deuil de cette timeline-là. Il y a un truc que je retiens et qui me paraît ultra puissant, c'est l'idée de tu es dans la salle d'attente, mais tu as pas besoin d'en sortir, mais tu peux réaménager la salle d'attente dans une manière qui, te convient et qui est plus, propice à ton épanouissement Mmh. et ce faisant, en fait, te transformer, là où tu es. Tu as pas besoin de te télétransporter ailleurs nécessairement. Tu sais, c'est comme on regarde et se dit: «Oh, cette salle d'attente, c'est pas vraiment moi et donc je peux pas repeindre, je peux pas décorer parce qu'il faut que je sois là pour être là». Bah non, en fait, décore. Ouais, Décore, c'est ça. repeins et ensuite tu peux casser un mur et ensuite tu peux étendre le mur et ensuite tu peux faire le jardin et la véranda là-bas et ta salle d'attente deviendra ta maison, mais tu l'as construit là où tu te trouves. Tu nous en as déjà pas mal parlé, mais est-ce que tu peux, toi, élaborer peut-être sur les rituels, les pratiques, qui te permettent de rester connecté, à ton corps, à ton intuition et peut-être aussi nous parler des rencontres qui ont été déterminantes, sur ton chemin? Alors pour les rituels et les routines et les choses comme ça, je pense que c'est très, très important de savoir dans quelle saison on se trouve. Que si on est en période de burn-out et qu'on est cramé et que la vie nous en demande beaucoup et qu'on n'arrive même pas à respirer, à avoir de temps pour soi, il faut pas forcer des rituels qui disciplinent plus qu'autre chose. Pour moi, il faut jeter la discipline à ce moment-là.
Il faut simplement créer des temps de dévotion à soi, en fait, des moments exclusivement à soi, où il y a pas d'écran, où il y a pas les autres, où ton attention revient sur toi. Et ça peut être juste les pieds dans l'herbe avec un bouquin, ou ça peut être simplement étalé au soleil, ça peut être 30 minutes par jour, mais il faut rebrancher la batterie, en fait. Pour moi, c'est le temps en nature qui est le plus important et le soleil. Pour moi, ça, c'est vital. Donc, rebrancher la prise d'air. Donc, si on est dans une saison de burn-out ou qu'il y a une urgence et qu'on sent que le système nerveux n'est pas restauré, on commence là. Et après, il y a la nourriture, il y a plein de choses. Mais d'abord, pas de discipline. On restaure, on rebranche la prise. Si on est dans un moment de création, qu'on est en train d'enfanter quelque chose, qu'on amène quelque chose dans la vie, on est en train de dessiner le prochain chapitre, et là, il y a une énergie de création forte et qu'il y a quelque chose à vraiment mettre en mouvement et donc il faut de l'action. Là, il faut commencer à créer de la répétition et un cadre où on peut créer cette répétition de plus en plus parce que la création vient quand on se sent en sécurité et la répétition crée de la sécurité. C'est comme stabiliser des fondations. Donc, c'est ton alimentation, comment tu dors, la base, quoi. Le corps, le mouvement, le soleil, la nature, avec des temps de deep work ou de vraiment de concentration et d'attention totale donnée au projet concret. Voilà, et ça, et le créer autour de sa vie, hein. C'est vivant et c'est cyclique, hein, et ça peut changer, c'est pas figé. Voilà, moi, en ce moment, je suis dans une période d'énorme transformation. Je sens vraiment que c'est une grande transition. Je vais changer de pays, je vais déménager, je suis en train de vendre mon appartement. Mon business est en plein shift. On est dans un contexte entre l'IA, les guerres, ce qui se passe au Moyen-Orient, où je suis en train de tout re-shaper. J'ai dû me séparer de 3 personnes de mon équipe. Donc, il y a une grande transformation. Donc, il y a vraiment beaucoup d'énergie à mobiliser. Comment j'équilibre autour de ça? Donc, je me réveille à la même heure tous les jours. Je mange pas de sucre. Je fais du sport et je médite. Et donc, il y a une grande discipline et du temps en nature pour tenir, pour me recharger suffisamment pour mener, on va dire, la transition. C'est intéressant la manière dont tu adaptes tes rituels aux saisons dont tu parlais dans lesquelles tu te situes. Donc, stress, pas de discipline, créativité. Là, on peut plus rentrer dans les routines et discipline qui va structurer ton processus créatif. Oui, et puis dans le somatique aussi, on a des techniques très fortes et très puissantes d'activation en soi des ressources, notamment somatiquement. On parlait de pouvoir ressentir la joie en même temps que la douleur, mais c'est aussi quelles sont les ressources qui me seraient très utiles dans cette phase-là de ma vie. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de me sentir soutenue. Et donc, comment je me sens quand je suis soutenue? Où est-ce que ça se trouve dans mon corps? Moi, c'est beaucoup mes hanches. Et donc, ok, je vais sentir ce truc soutenu et bouger avec. Ok, je me sens soutenue aujourd'hui, j'active ça. Et des rituels, c'est je fais une boisson, un chocolat chaud, et dans le chocolat chaud, c'est ok, je vais mettre le soutien dans le chocolat chaud et je vais le boire. Okay. Et donc, ça va l'activer aussi somatiquement, tu vois. Et ça peut être une intention de mettre de quoi j'ai vraiment besoin aujourd'hui pour qu'on n'aille pas en permanence chercher à l'extérieur ce dont j'ai besoin. En ce moment, j'ai vraiment besoin de sentir plus d'amour. J'ai pas donné d'attention à ça délibérément, tu vois. J'étais vachement dans hyperfonction, création. J'ai envie de quelque chose plus dans l'amour, de ressentir plus d'amour dans ma journée alors que je passe beaucoup de temps à travailler. Comment je cultive ça? Où est-ce que je ressens ça dans mon corps? Où est-ce que ça se trouve? Ok, très intéressante ton approche des rituels. Sur les rencontres, est-ce que tu as des rencontres qui ont été déterminantes pour toi? Oh oui. En fait, les gens, c'est des portails qui nous connectent à leur univers. La première personne qui me vient à l'esprit, c'est Joelma Leitão, qui est une Brésilienne, qui est une femme médecine d'Amazonie, qui est née et qui a grandi dans l'état de l'Acre, dans le peuple Uniquin, et qui m'a connectée à la culture Uniquin d'Amazonie du Brésil, et qui m'a connectée à l'alimentation d'une manière extraordinaire, parce qu'elle est connectée aux plantes, comme j'ai jamais vu personne être connectée aux plantes, et qui m'a connectée au travail qu'elle dit du féminin, le féminin dans le sens de l'archétype de la terre, et la terre comme notre mère, quoi. Et c'est une femme qui habite à Majorque, entre Majorque et le Brésil aujourd'hui. Elle est en train de créer un centre de soins dans l'état de Bahia. Et c'est une femme qui a complètement changé ma vie et mon lien avec la nature et le monde et la terre. Ok, on va essayer de mettre ces contacts en référence. Comment toi tu gères, Soumiad, les moments de doute ou d'incertitude qui ont peut-être été liés à des critiques ou des jugements que tu as reçus sur ton chemin de transformation? Comment tu les adresses et comment tu les dépasses, ces moments? Je pense que beaucoup des moments où j'ai eu l'impression d'avoir été déraillée, sortie de mon chemin, ça a été dans des moments de doute comme ça, où j'ai pas su naviguer. Et c'est comme des moments où j'ai délégué mon pouvoir à la perception extérieure. Et la plus grande leçon que j'ai appris, ça a été d'écouter ma voix à l'intérieur, même si ça avait aucun sens. Et ça n'a pas besoin de faire sens, en fait. Il y a quelque chose
à l'intérieur de nous qui sait mieux notre boussole à l'intérieur. Pour moi, la boussole à l'intérieur, quand elle est bien calibrée sur la joie, quand elle est bien connectée, qu'on connaît en fait la sensation et la fréquence de ce qu'on est, de notre monde, il y a comme une puissance de discernement qui est très forte qui se met en place. Mais sauf que ce discernement, c'est vraiment une pratique. C'est comme un calibrage. Et si on n'est pas dans la pratique de revenir à soi régulièrement, on se perd dans les projections des autres et ce qu'on est censé être. J'allais dire, est-ce que tu peux peut-être l'illustrer, évidemment, les choses que tu peux partager avec nous, avec un moment de ta vie où ça s'est manifesté, où toi, tu as dépassé ce moment de doute ou d'incertitude? Oui, alors en premier, j'habitais à Londres, je travaillais en cabinet d'avocat comme juriste étrangère et tout ça. J'avais fait l'école d'avocat, mais j'avais pas fini l'examen final. Et donc, pour être promue, il fallait que je retourne à l'école d'avocat pour finaliser. Mhm. J'étais en train de créer ma première entreprise. Je voulais créer une entreprise en cosmétiques naturels et bio. Et je faisais du conseil, je faisais beaucoup de choses quand j'étais à Londres. Et mes parents qui étaient très, très inquiets parce que je venais de divorcer et tout ça, ils étaient là: «Mais il faut que tu finisses, il faut que tu finisses». Je me suis réveillée un jour en pleine panique de cette entreprise qui prenait pas encore, ce qui était normal. Je suis retournée à Paris et j'ai fini le diplôme. Je suis retournée en cabinet d'avocat alors que le plan était déjà d'entreprendre et c'était en 2017, si tu veux. Mhm. J'ai eu l'impression de mettre 3 ans avant de reprendre le cours de ma vie, si tu veux, après. Et je pense que ça coûte beaucoup de temps parce que, tu vois, c'est comme des rendez-vous cosmiques, l'expansion d'une entreprise ou une nouvelle ligne de temps pour sa vie. Quand on loupe le rendez-vous, Mm. on le rechoppe pas le lendemain, tu vois. Tu dois finir tout le tour pour rechoper le La rendez-vous. révolution, ouais. Ouais. Et j'ai l'impression que chez moi, les cycles, ils sont de 3 ans. J'ai une cliente qui me disait: «Oui, chez moi, c'est 5 ans». Et en fait, à chaque fois, c'est 3 ans. J'étais mariée. En 2012, je savais que ça fonctionnait pas. Je savais qu'il fallait qu'on se quitte. On a eu la conversation, il était pas prêt, moi j'étais prête. Et 3 ans après, la rupture a eu lieu parce que autour de moi, on m'a dit: «Mais non, on quitte pas une relation comme ça, on se bat pour sauver une relation». Mais donc, faut pas louper le bus, quoi. Non, il faut pas louper le bus. Ou alors tu acceptes que, c'est de faire un tour bonus et puis c'est tout, quoi. C'est ça. Et alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'éviter de louper le bus et d'avoir à attendre le prochain? Muscler le courage. Se muscler suffisamment pour, sauter dans le vide avec la peur au ventre. D'accord. Donc, muscler le courage, ça nécessite un travail. Quel type de travail on peut faire pour muscler son courage? Pour moi, c'est de la pratique, ouais. C'est la pratique de revenir à soi, la pratique de se connaître, la pratique de guérir, la pratique de se choisir, la pratique de décider. Ça peut être juste 5 minutes dans son journal le matin de: «Je choisis de vivre mon propre chemin» et de s'engager tous les jours envers soi. Je choisis. Qu'est-ce que tu choisis? Tu décides quoi dans ta vie en ce moment? Qu'est-ce qui est décidé pour toi et qu'est-ce que tu décides toi en ce moment? À quels endroits tu donnes ton pouvoir aujourd'hui? Tu vois, c'est comme des fuites et ensuite on colmate. Ben non, là, je récupère mon pouvoir de cette personne, je récupère mon pouvoir de cette situation. Je me sens, en échec dans ce truc-là. Ben OK, là où est-ce que tu fuis? Où est-ce que tu peux ramener du pouvoir? Donc on colmate, tu vois, on récupère de l'énergie qui est stockée là-bas. C'est comme de la responsabilité, du pouvoir et de la puissance dans certains endroits où c'est des parts de nous-mêmes qui ont été fragiles et qui ont donné le pouvoir à l'extérieur, tu vois? Ça suppose déjà de bien se connaître et de savoir où on fuit, entre guillemets, ou d'être accompagné. Ou d'être accompagné. Ouais, si on veut que ça aille plus vite. Soumaïa, quel impact, toi, tu dirais que ta transformation personnelle a eu sur toi-même, dans un premier temps, et ensuite, potentiellement, sur les autres autour de toi? Ça a tout changé. C'est tellement partie intégrante de ma vie et maintenant de mon travail et tout ce que je fais dans ma vie. Déjà, je vis une vie selon mes propres termes et je pense que je suis la première femme de ma lignée qui ait choisi à ce point, qui ait autant de choix, qui ait vécu divorcée seule, qui ait créé une entreprise. Ma mère a créé son entreprise, mais elle était dans le système familial, soutenue par sa mère qui gardait les enfants. Et le fait d'avoir fait ces choix-là a ouvert des portes incroyables à ma sœur, à mes cousines. Plein de nouveaux horizons sont devenus disponibles pour eux. Donc tout le monde a été impacté dans mon entourage. Donc, ta transformation a induit des transformations dans ton écosystème, dans ton environnement, dans ton entourage, par effet domino. Domino vertueux. Ouais, c'est un domino. Quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un qui cherche à entamer son propre chemin de transformation personnelle, qui est peut-être pas aussi avancé que toi, tu peux l'être, mais qui voit qu'il y a un désalignement, qui souhaite le combler, par quoi commencer? J'avais une professeure, une enseignante, Julia, chamane énergéticienne et enseignante de ce système. Elle travaille beaucoup avec la médecine chinoise. Je vais reprendre son conseil, qui est, en médecine chinoise, on ne répare pas la blessure ou l'organe. On va d'abord flood the body with nourishment. On va remplir le corps de nutriments d'abord.
On va nourrir le système nerveux, nourrir le corps. Donc d'abord, tu nourris. Donc si il y a une insatisfaction, si on se sent épuisé, si on sent que ça fonctionne pas, si on sent qu'on n'aime pas sa vie ou qu'on n'aime pas les autres, qu'il y a vraiment une dysfonction, d'abord nourishment, nourris-toi. OK. Ressource-toi, branche-toi, je retourne à la prise terre, tu vois, mais vraiment presque tu inondes le système, ensuite le surplus va être éliminé et ensuite on va commencer à calibrer et voir vraiment ce qui manque. Tu vois, là où il faut ajuster. Et il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a des gens, en travaillant sur la question de l'argent, ils vont se rencontrer. Il y a des gens, ça va être sur la question de l'amour. Il y a des gens, ça va être sur la question de la sexualité, de la connexion au plaisir. Donc, on a des portes d'entrée sur l'alimentation. Tu vois comment on se nourrit, le rapport au corps et le mouvement. Donc, on a des portes d'entrée différentes. Ça peut être des portes différentes selon les saisons. Mais là où se trouve notre désir, généralement, c'est la direction. Qu'est-ce que tu désires le plus? Est-ce que mon désir le plus grand, c'est de devenir riche? Souvent, c'est que c'est une porte d'entrée de ta guérison. Va devenir riche et par l'action, tu vas voir tous les obstacles, toutes les résistances, ça va te confronter à ton ombre à chaque étape. Si en amour, tu te sens tout le temps rejeté, abandonné, c'est la même chose. Et donc, c'est presque aller prendre la direction complètement. Je trouve que les désirs, c'est la boussole la plus grande. En tout cas, moi, c'est comme ça. OK, qu'est-ce que je désire le plus en ce moment? OK. Donc le désir, c'est la porte vers, le besoin de nourriture ou de, comment on dit? De nourrissement, de je sais pas, de nutriments qui est le tien et un signal que c'est plutôt vers cette voie qu'il faut que tu t'engages et que tu satisfasses ce besoin et ce désir. Ouais. Moi, en ce moment, c'est avoir une maison dans la nature, en France, pour moi. Ça fait 2-3 ans, tu vois, que j'ai ce désir. OK. Et le fait juste de le poursuivre, de me mettre en mouvement en cette direction, j'ai été confrontée à tous les obstacles, toutes les résistances, Mmh tous les trucs mh. vont permettre de clarifier et vont faire restructurer toute la vie autour de ce désir-là. Si on en croit, la fréquence de tes cycles, ça devrait pas tarder à arriver puisque 2-3 ans, c'est la longueur d'un cycle pour toi. On y est. OK, parfait, très bien. Soumaïa, à quoi ça ressemble la suite du chemin pour toi? Est-ce que tu l'as imaginé déjà? Mmh. Ouais, en ce moment, je suis en train de l'imaginer. Ces 10 dernières années, j'ai énormément voyagé, j'ai été très nomade. Donc là, ça va être plus posé, sédentaire et créatif. Je sens que j'ai besoin d'un espace qui m'inspire tous les jours, avec un accès à la nature facile. Je veux quand même l'accès à la ville, pas très loin, parce que j'aime ça. Et un espace de création. J'ai besoin d'écrire plus et j'ai besoin de créer plus et de communiquer plus. Je ressens ce besoin de rendre mon travail visible aussi. Ça fait 10 ans que je développe tous mes outils. Ça fait 15 ans que je travaille sur ma propre transformation. J'ai voyagé pour me soigner, j'ai découvert des cultures incroyables. J'ai comme une base de données d'outils extraordinaires que j'utilise déjà pour les entreprises et les organisations, mais j'ai besoin de créer plus. Donc c'est créer les conditions pour que mes projets créatifs voient le jour. D'accord, et toujours dans le cadre de NXT, donc cette entreprise que tu as créée, en 2021 qui accompagne donc comme je le disais les organisations dans la transformation profonde. Moi, il y avait quelque chose qui m'a vraiment, séduit dans ce que tu, proposais, c'est, cette vision radicale de remettre le vivant au cœur des systèmes et ces modèles, régénératifs, pas juste, extractifs, qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire 2 mots et savoir comment ça s'inscrit dans ton projet futur? Oui, alors pour moi, NXT ou Next Evolution, ce qu'on fait là-dedans, c'est la traduction de tout le travail de transformation que j'ai fait, moi, à titre individuel, à un niveau systémique, en particulier sur les systèmes liés à l'argent, parce que j'ai créé Next Evolution autour des écosystèmes financiers de financement des entrepreneurs initialement en Afrique. Et aujourd'hui, c'est la question du capital en général. Et j'ai beaucoup travaillé ces 3 dernières années sur la recherche autour du capital régénératif et de comment on régénère les systèmes en mettant les ressources et l'argent dans les endroits où on a besoin de les mettre, Mmh. en connexion avec l'économie réelle, autour des problématiques de l'eau et de différentes problématiques en lien avec le futur qu'on a envie de créer. Comment vraiment recirculer l'argent autrement, mais pour qu'il recircule autrement, il faut qu'on crée les lits de rivière pour que le flux circule. Et ça se fait à travers les réseaux. Donc c'est comme ça que j'ai imaginé Next Evolution. C'est extraordinaire ce qu'on fait dans le sens, les transformations que les clients vivent. On a travaillé avec Greenpeace MENA, on a travaillé avec des fonds d'investissement, Energy Transition Fund, Rockefeller Foundation aux États-Unis. Donc, on a des gros clients qui sont en train de financer des réseaux incroyables d'activistes, de militants, mais aussi d'investisseurs, d'entrepreneurs dans les industries créatives, dans la transition énergétique. Et remettre le vivant, c'est que généralement, les systèmes qui veulent amener le vivant dans ces trucs-là, c'est là où les gens sont le plus en burn-out, où ils sont très épuisés, où ils sont drainés. Et en fait, si leurs équipes et ces institutions ou ces organisations ne sont pas elles-mêmes nourries, elles ne peuvent pas créer un nouveau système. Si tu commences pas par toi, tu ne peux pas créer le système. Donc en fait, ce dont je m'aperçois maintenant, c'est qu'il faut que j'amène plus de travail sur l'executive coaching et ce qu'on est en train de faire, donc Mmh. l'accompagnement des dirigeants,
et ensuite les équipes, et ensuite les organisations, et ensuite retourner sur les écosystèmes extérieurs, parce qu'on est en train d'essayer de créer des systèmes régénératifs avec des gens qui sont complètement vidés, et ça marche pas très bien. Donc on recircule ça, et remettre la vitalité des acteurs au centre, c'est un peu le cœur de ma mission. Aliveness. Excellent. Soumya, c'est bientôt la fin de notre conversation. Est-ce qu'il y a une actualité, est-ce qu'il y a une information qui te tient à cœur qu'on n'aurait pas partagé ou un sujet que tu aimerais partager avec les auditrices et les auditeurs du podcast? Ouais, ce qui me vient, c'est juste accepter que le chemin, c'est déjà l'arrivée, en fait. On cherche pas la destination, c'est juste l'idée de se mettre en chemin. On parlait de la salle d'attente, c'est la même chose, tu vois. Mhm. C'est vraiment accepter de cheminer sans presser un résultat donné. Ouais, c'est le chemin qui compte, en quelque sorte. C'est le chemin qui compte. Ok. Soumya, avant de se quitter, je vais te soumettre à une tradition de ce podcast qui s'appelle les questions mitraillettes. Et donc, l'idée, ça va être pour toi de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prête? Allez. Qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Quantum Success. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Beloved de Toni Morrison. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Oui, Gold de EBI. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Ma mère. Que voulais-tu faire quand tu étais petite? Astronaute. Comment commences-tu ta journée? Je médite. Quel talent aimerais-tu avoir? Chanter. Quelle est ta plus grande force? Relentless. Comment on dit relentless en français? Je m'arrête pas, j'abandonne pas, je lâche pas l'affaire. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? La nature. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? De me donner la permission dans tous les endroits où j'ai l'impression que j'ai pas le droit. Quel est ton meilleur remède contre le stress? Le sommeil. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? Que je pouvais tout décider et moi, je sais pas choisir exactement ce que je voulais vivre. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? La violence, la maltraitance et la violence. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? La vie, elle pousse dans tous les endroits où on essaie de l'empêcher. Mais ouais, la vie nous dépasse et elle pousse. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Ouais, comme la personne qui amène la vie dans les espaces, justement, il y en a pas. J'aime ça. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? Je pense que c'est le retour en Algérie. Ces 3 dernières années, j'ai vécu ici et ça a été une guérison extraordinaire. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? J'écrirai enfin mon livre. Qu'est-ce que la femme d'aujourd'hui aurait envie de dire à la petite fille que tu étais à 10 ans? Tu es en sécurité et tu es vraiment, vraiment aimé. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Alors, c'est Victoria Lipskier qui a écrit un livre magnifique sur le chemin qui s'appelle « Il faut tomber bien des fois pour apprendre à marcher ». C'est un des derniers livres que j'ai lu et il m'a profondément bousculée. Je le recommande. Je recommande le livre, je recommande de l'entendre. Je pense que c'est une personne extraordinaire. Génial. Oui, bah là, je pense qu'on peut pas être plus dans le thème. Ouais. Formidable. Bah écoute, on sera ravis de pouvoir l'entendre nous parler du chemin et de la transformation sur ce podcast. Merci Soumya. Merci Thierry. Merci pour ton témoignage. Merci pour avoir pris le temps. On a fait vraiment un tour assez complet. Merci d'avoir été ultra authentique, d'avoir partagé des moments intimes de ton chemin. Je pense que ça aidera beaucoup de celles et ceux qui nous ont écoutés à emprunter leur propre chemin de transformation et se rapprocher de qui ils sont vraiment. Donc merci pour ça, merci pour ta contribution et où que tu sois, bon chemin et à très vite. Merci beaucoup, à très vite Thierry. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Soumya. Premièrement, nous passons souvent notre vie à lutter contre ce que nous ressentons. Pourtant, la transformation commence lorsque nous cessons de fuir notre réalité. C'est en traversant le corps de douleur que peut émerger un véritable corps de joie. Deuxièmement, laisser mourir une ancienne version de nous-mêmes est souvent ce qui nous effraie le plus. Pourtant, aucun printemps n'arrive sans automne. Tant que nous refusons de faire le deuil de l'ancien, nous empêchons le nouveau de prendre racine. Troisièmement, combien de temps passons-nous dans une salle d'attente persuadés que notre vraie vie commencera plus tard ? La liberté naît lorsque nous décidons d'habiter pleinement notre vie, aujourd'hui et maintenant, et de la transformer de l'intérieur. Quatrièmement, trop souvent nous confions notre pouvoir au regard des autres. Pourtant, notre véritable boussole est intérieure. Plus nous revenons à nous-mêmes, plus nous développons le discernement et le courage de nous choisir. Cinquièmement, face aux difficultés, notre premier réflexe est souvent de vouloir réparer ce qui ne fonctionne pas. Rebrancher la prise avec le corps, la nature,
le repos et le mouvement. Et enfin, nos désirs les plus profonds ressemblent parfois à de simples caprices. Pourtant, ils sont souvent notre plus fidèle boussole. En les suivant sincèrement, nous découvrons que notre chemin de guérison et notre chemin de vie ne font qu'un. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.